Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour faire des commentaires sur l'actualité nationale, internationale et faire un travail de déconstruction. Alors, comme depuis quelques semaines, nous allons présenter un point global qui englobe ces trois aspects-là. Donc, la dimension internationale, ce qui concerne notre pays, et en même temps, nous faisons un travail de déconstruction. Alors, nous avons choisi de faire un thème sur les dangers actuels qui pèsent sur le monde. Dans plusieurs occasions, nous avons rappelé qu'il y a 5 grandes menaces qui pèsent sur la planète et l'humanité. Évidemment, le dérèglement climatique, la crise économique majeure du système qui se profile, le processus de fascisation de toutes les sociétés occidentales, le danger de guerre mondiale et surtout la généralisation des dérives mentales et spirituelles qui gangrènent les sociétés humaines dans toute la surface de la Terre. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément de cette question-là, des dérives mentales et spirituelles liées à la guerre mondiale, parce que nous sommes dans un moment décisif. Alors, première chose à rappeler, c'est que toutes ces menaces qui pèsent sur l'humanité sont directement générées par le système impérialiste occidental dominant. Et la logique de ce système mène aux catastrophes que nous avons annoncées. Il n'y a pas d'issue possible. Catastrophe inéluctable, sauf si justement il y a une claire compréhension par les peuples et qui éradique totalement ce système-là pour mettre en marche une politique de remédiation, pour dire facilement. Alors, pourquoi parlons-nous de cela aujourd'hui? Parce que la situation a connu une aggravation concernant les dangers de guerre mondiale. Il y a une avancée très nette vers la généralisation des conflits et de son augmentation en intensité. Nous avons eu l'occasion de faire une émission pour parler des 2 points de départ de cette guerre mondiale autour de l'Ukraine et autour de la zone du Proche et du Moyen-Orient. Nous l'avions annoncé, mais là, les faits prouvent que cette analyse-là était valable. Et si on regarde ce qui s'est fait cette semaine concernant l'Ukraine et le Proche-Orient, on en aura la preuve. Alors, parlons d'abord de l'Ukraine. Dès le départ de cette guerre, nous avions dit que c'est l'OTAN qui avait pris en otage le peuple ukrainien pour attaquer la Russie et préparer le conflit militaire généralisé. La Russie étant le premier objectif, et ensuite, la Chine est visée. Mais l'appui venait financièrement, par l'apport d'armes, par le renseignement. Il y avait évidemment des mercenaires occidentaux sur le terrain. Sauf que cela n'a pas suffi à mettre la Russie en difficulté. Les sanctions économiques et politiques qui avaient été prises ont plutôt permis à la Russie de réorienter son économie et d'avoir une croissance basée sur des facteurs endogènes, entre autres sur le développement de l'industrie de l'armement. Donc, le plan initial des Occidentaux a échoué. On voit que la Russie progresse, les troupes russes progressent pour prendre le contrôle des régions qui étaient disputées au pouvoir ukrainien. Et l'OTAN a changé de stratégie. Ils ont décidé d'attaquer directement la Russie. Alors, dans les médias, on entend dire l'armée ukrainienne, on la croyait affaiblie, mais elle a envoyé 10 000, même certains parlent de 30 000 hommes qui sont rentrés en Russie, et la Russie est incapable de résister, les populations fuient. Ça, c'est le narratif guerrier, en fait, la propagande. Dans la réalité, il est absolument impossible, mais vraiment impossible, que la Russie n'ait pas vu
entre 10 000 et 20 000 personnes s'armer, se rassembler pour venir attaquer la Russie. Vous savez bien que c'est une puissance spatiale que d'ailleurs les ennemis même votaient. Capacité d'écoute, d'infiltrer, de hacker les services postaux, etc. C'est impossible que l'armée russe n'ait pas su qu'il y avait cette affaire-là qui se préparait. Cette offensive avait un double but. Premièrement, il supposait que les troupes qui attaquaient sur le sol ukrainien se seraient redéployées pour aller défendre la Russie. Mais si la Russie, au courant de ça, ne l'a pas fait, c'est parce que pour elle, ce n'est pas le danger. Elle continue à appliquer sa politique sur le front ukrainien. Sachant que même si des armées de l'OTAN s'aventurent en Russie, ce n'est que 1300 km² sur des millions de kilomètres carrés de des zones rurales qui n'ont pas d'intérêt stratégique et qui seront mangées le moment venu. Mais ces troupes-là qu'on nous présente comme des troupes ukrainiennes sont essentiellement composées de mercenaires occidentaux. D'ailleurs, l'armement qui permet d'attaquer en grande profondeur a été livré, des autorisations ont été données pour revenir sur la logique de départ, pas d'armes à longue portée. Et donc le deuxième but, c'était de faire effectivement que l'OTAN rentre en guerre directement, en confrontation directement avec la Russie, puisqu'elle est sur son terrain. Il prévoit que l'armée russe va venir, et puis la guerre sera enclenchée officiellement entre l'OTAN et la Russie. Mais sauf que ils ont peut-être sous-estimé l'ennemi russe, qui n'est pas tombé dans le panneau, il a continué son avancée et laissé ces messieurs et dames pénétrer dans le territoire en attendant une riposte plus sérieuse. Il y a déjà des ripostes qui sont faites, ils sont contenus, il y a des chars qui sont détruits et même des officiers ukrainiens commencent à reconnaître qu'ils sont dans une impasse et que ça ne va pas changer le cours de la guerre. Au contraire, cela permettra à l'armée russe de bloquer des forces et des armées de l'OTAN pendant que sa politique prévue pour occuper les régions de l'Ukraine qui sont contestées au pouvoir central. Rappelons que ce sont des régions qui sont peuplées de russophones qui avaient organisé des référendums d'autodétermination non reconnus par la communauté internationale occidentale, et donc qui avaient déjà d'ailleurs mené des actions militaires contre l'Ukraine avant l'arrivée des troupes russes. Donc voilà ce qui se passe en Ukraine qui nous montre qu'on a franchi un nouveau pas vers l'affrontement global au niveau européen, au niveau des forces occidentales de l'OTAN contre la Russie. Il n'y a pas de marche arrière possible à ce niveau-là. On laisse l'Ukraine pour parler du Proche et du Moyen-Orient. C'est là qu'on voit la servilité des médias occidentaux, des empires contrôlés par les multinationales. Ils arrivent à permettre les images de massacres incessants de Palestiniens en continuant à dire que c'est une guerre entre Israël et le Hezbollah, et le Hamas, continue à ce narratif-là qui ne correspond absolument pas à la réalité. C'est un génocide d'un peuple en entier. Et c'est une guerre qui dépasse les frontières de Gaza, puisque Israël se permet d'aller tuer des gens au Liban, d'aller tuer des gens en Iran, et dont un négociateur qui participait aux rencontres officielles pour trouver un cessez-le-feu à Gaza. Donc, Israël fait ce qu'il veut, génocide, bombardement, non-respect des lois étrangères. Ces colons sont armés pour aller massacrer des civils palestiniens, brûler leurs maisons. Alors, on entend une petite déclaration. Ah oui, il n'aurait pas dû faire ça. On appelle à la retenue. Il faudra sanctionner. Mais effectivement, pendant que ces gens-là commettent leurs crimes, quand les Iraniens ou le Hezbollah du Liban déclarent
nous allons riposter puisque le droit international a été violé. Ces mêmes Occidentaux disent non, pas question, il ne faut pas développer la guerre, non. Et on envoie des porte-avions, des armes pour protéger Israël d'une riposte des gens qu'il a agressés. Donc, ça montre qu'on fait semblant de pleurer les misères du peuple palestinien, mais on est totalement complice du génocide organisé par Israël. Alors, quand je disais que c'est un pas de plus vers la guerre mondiale, vers le conflit généralisé, c'est évident parce que, rappelons aussi qu'il y a les Houthis qui sont basés au Yémen, qui continuent à bombarder les navires qui commercent avec Israël. Nous avons l'Hezbollah qui a été attaqué chez lui, nous avons l'Iran qui a été attaqué dans son pays, qui ont dit, nous allons nous venger. Et hier, l'Hezbollah a dit, nous ripostons. 300 missiles, 300 et... Comment ça s'appelle les obus. Roquettes, merci Thierry. 300 roquettes ont couvert Israël, des bâtiments militaires, des équipements militaires ont été détruits, notamment au niveau d'avions. Et pendant 48 heures, Hezbollah dit, ok, voilà, nous avons répondu à votre attaque, nous suspendons les hostilités. Mais Israël, évidemment, ne peut pas accepter ça, ils ont recommencé à bombarder le Liban. C'est toute la logique suprémaciste qui est remise en cause. Et le front va s'ouvrir là-bas. Au niveau du Liban, c'est clair. L'Iran n'a pas encore riposté, mais l'Iran va riposter. Donc on a un embrasement de la région qui s'annonce. Avant-hier, les États-Unis ont dépêché un nouveau porte-avions pour essayer de garantir la sécurité d'un État criminel génocidaire. Parce que dans cette affaire-là, il s'agit de jeter les bases de la domination internationale des impérialistes occidentaux et Israël et précisément les militants de l'époque disaient le chien de garde des impérialistes dans la région. Donc il n'est pas question de laisser Israël perdre ce combat-là. Alors, quant à cette fable de négociation de cessez-le-feu, ça nous annonce déjà la question de la guerre sur le front de l'information. Aujourd'hui, les médias dans leur ensemble occidentaux déclarent que Israël a accepté un cessez-le-feu, un plan de paix avec les Occidentaux, et c'est le Hamas qui ne veut pas signer alors que des Palestiniens meurent. Et c'est le narratif de tous les médias occidentaux. Vous savez qu'il y avait un premier accord, le premier texte d'accord qui avait été soumis aux deux parties, accepté par le Hamas et refusé par Israël. Les États-Unis ont proposé un nouveau texte dans lequel ils disent quoi? Ils disent quoi? Bon, eh bien, on va signer un cessez-le-feu, mais Israël conserve une bande entre l'Égypte et Gaza, où passent les vivres, enfin les secours. Israël interdit à ceux qui veulent aller dans le nord de Gaza de parler, c'est eux qui contrôlent le flux. Israël décide de quels prisonniers il va libérer, parce que vous savez qu'on parle des 100 otages israéliens, mais il y a des milliers, il faut dire des milliers d'otages, prisonniers sans procès depuis 2 ans parfois, femmes, enfants, vieillards, qui subissent des sévices sexuels dans les geôles israéliennes. Donc, l'accord des États-Unis que Israël a accepté et que le Hamas refuse de signer, déclare: nous sommes contraints de libérer tous les otages israéliens, mais Israël se réserve le droit de choisir qui il va libérer. Alors évidemment, il est possible
Et puis en plus, on a assassiné un des négociateurs du Hamas. Vous pensez bien que les médias se gardent bien d'expliquer le contenu. On se contente de dire que Hamas ne veut pas signer un accord pour le cessez-le-feu. On ne peut pas signer un accord qui dit « mettez votre tête sur le billon que je puisse la couper pleinement ». Donc, je ferme la parenthèse sur la propagande menée par ces gens-là pour dire que, en réalité, le conflit mondial a commencé. Je fais l'impasse pour le moment sur ce qui se passe en mer de Chine. Parce que là aussi, les choses sont en marche. Sauf que, comme ils ne veulent pas attaquer aujourd'hui la Chine, qui est suffisamment puissante avec son 1,3 milliard d'habitants, avec ses bombes nucléaires, avec sa marine qui est devenue la première du monde, ils ne peuvent pas l'attaquer en même temps qu'ils attaquent la Russie. Donc là, les Occidentaux tergiversent. Mais il y a déjà des escarmouches entre les militaires chinois, les Philippins, il y a des exercices d'encerclement de Taïwan qui se font. Bref, il y a déjà une préparation. L'affrontement ne se fait pas simplement parce que les Occidentaux ne peuvent pas attaquer sur les deux fronts. Mais les préparatifs de la guerre sont là et bien là. Je n'en ai pas parlé parce que les deux autres conflits, Ukraine en Europe et Proche et Moyen-Orient, là, les choses sérieuses ont déjà commencé pour montrer qu'on va vers le conflit international. Alors, les peuples du monde, ce sont ceux qui vont payer le conflit international, notamment avec l'usage de bombes nucléaires, notamment avec les restrictions en matière de commerce international, notamment avec la fascisation des systèmes. Et des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent, condamnent, sauf que le système médiatique et la propagande militaire occidentale, pour le moment, arrivent à étouffer réflexion et contestation, arrivent à cacher l'ampleur des mobilisations qui se font. Par exemple, le soutien à la cause palestinienne, qui est international, qui s'introduit même dans la campagne de Kamala Harris, montre que les peuples sont en train de refuser cette logique-là. Les médias n'en parlent pas pour décourager. Au contraire, ils vont mettre une stratégie d'aveuglement qui s'appuie sur deux volets. Le premier volet, c'est la désinformation, les mensonges, la victimisation des criminels et la criminalisation de ceux qui subissent les difficultés. Je prends un exemple de l'actualité récente. Tous les médias, depuis hier, parlent d'un attentat terroriste qui a été fait contre une synagogue en France. Nous n'avons pas en main les preuves, les documents, les photos. Mais faisons appel à notre réflexion. On nous dit qu'en plein jour, un individu est allé, il a mis une voiture avec une bonbonne de gaz pour faire exploser, et puis il est descendu devant plusieurs portes de la synagogue pour mettre le feu. Vous avez déjà entendu le nombre de fois que l'État français a annoncé les mesures qu'il prend pour protéger les lieux de culte et en particulier les synagogues? Comment cela a-t-il été possible? Bref, disons que ce jour-là, les gardiens avaient sommeil, ils se sont dormis. Ces gens-là développent la thèse qu'on sait qui, parce qu'une caméra a filmé un bonhomme qui passe avec un drapeau palestinien. Alors, un bonhomme va incendier une synagogue, mettre des bombes, et incendier des portes, et puis il marche dans la rue avec un drapeau palestinien. Je ne vous dis pas, je fais appel à votre conscience. Vous ne voyez pas que c'est une manipulation pour profiter de cet acte-là, on ne sait pas qui l'a commandité, pour pouvoir criminaliser le peuple palestinien
c'est évident que c'est une... D'autant plus que chaque fois que Israël monte en puissance dans son génocide, tous les médias, vous pouvez vérifier cela sur les programmes de télé hebdomadaires, passent une série de films sur l'Holocauste, sur le massacre des Juifs, sur la misère des Juifs, sur l'antisémitisme, etc., etc. Donc il y a un conditionnement pour cacher la responsabilité d'un État voyou génocidaire et puis désigner les victimes comme étant ceux contre qui il faut se battre. Voilà un exemple concret pour montrer comment ils conditionnent l'opinion et comment ils peuvent tronquer la réalité à travers les puissants médias qu'ils concernent. Alors, bien entendu, parallèlement à ça, les sites alternatifs sont interdits. Ceux qui défendent les Palestiniens sont criminalisés. Des membres de Macron, de la majorité de Macron, font une pétition pour juger une députée insoumise parce qu'elle refuse de dire que le Hamas c'est un groupe terroriste. Conditionnement, et puis on aveugle les gens sur les responsabilités. Alors, il y a cet aspect-là de la propagande, et puis il y a au-delà des réponses concrètes aux conflits qui sont là, c'est l'anesthésie des consciences. Nous l'avons déjà dit, mais asseyons-nous. Et puis voyons, sur les 2 dernières années, la succession des événements qui sont organisés, qui squattent tous les journaux télévisés, toutes les émissions, pour que l'on ne regarde qu'une chose. Tour cycliste, et flamme olympique qui se promènent, Jeux olympiques, Jeux para-olympiques, etc., etc. On est dessus, on est dessus. On ne parle que de ça. Et puis on interroge un tel, comment il est installé dans son appartement des Jeux olympiques, etc. Bien entendu, les à côté, à savoir l'expulsion des défavorisés dans les sites aménagés pour les Jeux, une phrase ou deux qu'on se charge de noyer de toutes sortes d'autres informations banales, mais on occupe les esprits. Cela se passe au niveau international, la France, les grands empires médiatiques, mais au niveau de chaque pays, la même stratégie est développée par les gens qui défendent le système. Alors oui, nous sommes fiers du tour de Yol. D'accord, t'as nous et puis au cas pour manipuler. D'accord, ok. Mais quand il n'y a pas le tour de Yol, il y a Baka ceci, il y a cela, il y a les fêtes, il y a... C'est-à-dire que les médias sont occupés par ce qui est sport, ce qui est amusement, ce qui est défoulement, et qui peut attirer les gens à oublier le quotidien. Disant cela, il n'est absolument pas question pour nous de dire que les peuples ne doivent pas s'amuser dans des grands événements, ne doivent pas se défouler. C'est qu'il y a encore plus de suicides si ça n'a pas été fait. Les gens ont besoin d'évacuer. On utilise ce sentiment légitime pour les anesthésier. Ça ne veut pas dire que nous opposions à la nécessité qu'on s'amuse. Nous, jeunes, là, nous militants d'aujourd'hui, quand nous étions jeunes, nous avons aussi fait des excès, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle pression voulue, organisée, systématisée par le système, qu'il n'y a que ça dans la tête des gens. Mais nous devons dire, mais attends, la vie, là, nous a mené, hein. Crise économique, là, nous a vu si bien. Danger, changement climatique, dérèglement climatique là, assassinat, nous là, la violence anti-mamaï, 5 ans, il y a un balle en tête dans un conflit familial. Faut pas nous prendre un moment pour amusement et puis un grand moment pour nous chiller, pour nous voir qui manière nous sortir ça. C'est l'appel que nous voulons faire. Ce n'est pas de ne pas s'amuser, mais c'est de s'amuser, pour amuser, mais de donner le temps nécessaire à la réflexion, à la compréhension, à l'engagement, de façon à ce qu'on puisse
modifier le monde et qu'on s'arrachait à la volonté et manifestement développée par le système des exploiteurs, des scélérats pour nous empêcher de lutter. Il nous faut apprendre à raisonner, à écouter les informations, à comparer. À voir mes Puccio qui a dit ça. Exemple, vous vous rappelez, nous l'avions dit dans notre émission, que le gazoduc qui livrait du gaz russe à l'Allemagne avait été saboté par des Ukrainiens. Donc, tous les médias, sans exception, c'est la Russie qui voulait faire pression pour que les gens n'aient pas de gaz, etc. On est arrivé à prouver que ce sont les Ukrainiens qui ont saboté. On a lancé un mandat d'arrêt contre l'Ukrainien qui était responsable. Le journal Wall Street des États-Unis a publié les articles mettant en cause l'accord donné par Vladimir Zelensky. Combien d'entre vous avez ça en conscience? Peut-être même l'avez-vous entendu dans une phrase entre deux informations alambiquées. Mais voilà une méthode qui est faite pour que l'on choisisse de soutenir les criminels et puis qu'on ne défende pas ses intérêts en tant que peuple, en tant que classe dominée. Ça, c'était un exemple. Apprendre à dépasser les déclarations. Kamala Harris, candidate. Ah, enfin, comme Trump, c'était un voyou, chien, un diable, etc., peut-être nous allons sauver si Kamala Harris. Et puis, une belle femme, et puis, une négresse hindoue. Ah oui, et elle a défendu l'LGBT, etc. Mais Kamala Harris est un faucon quand on parle d'Israël. Pour gagner l'électorat